comme Jacques Attali doit partir, je crois je vais me retourner vers lui en lui posant deux questions qui lui permettront un peu de conclure ce débat. Alors le premier, c'est celle à laquelle vous vous attendez obligatoirement, celle qu'on vous pose partout. J'étais au Palais Farnèse et on vous l'a évidemment soulevé. Où est-ce que vous en êtes, selon vous, de l'application de vos propositions faites par le président de la République? Pensez-vous que ce rapport dont vous avez dit l'importance et la nécessité prendra forme et sera mise en action? Il y a une deuxième question qui va au-delà de ce problème directement politique, et c'était présent dans l'intervention de Franco, comment finalement peut-on réformer, je ne vous dis pas l'Italie parce que vous n'aurez pas le temps évidemment de répondre à cette question, mais la France, dans un pays où on a vu tout de suite soit des réactions de type corporatiste, soit des réactions même politiques très virulentes, dans un pays qui est en Europe, le pays qui a le plus peur de l'économie de marché, qui s'en défie au maximum, un pays qui n'accepte pas la mondialisation, un pays parfois qui a peur. Quel type de pédagogie, quel type de ciblage de vos actions vous voyez? Comment, justement, pour reprendre ce que disait Madame le maire de Milan, comment faire en pratique des réformes aujourd'hui? La première question découle de la seconde, si vous permettez. Donc je vais répondre à la première et à la seconde. Et je m'excuse, en effet, j'ai un autre débat à 8h30 qui me force à partir à 8h25. Premièrement, sur cette première question, je dirais la France est un pays qui ne se réforme jamais pour le plaisir de se réformer. Nous sommes un pays trop heureux. Vous pouvez traduire en italien. Nous sommes un pays trop heureux. Nous n'acceptons pas l'idée de souffrir pour aller mieux, nous n'acceptons pas l'idée que ça devrait changer. Les années 30 nous ont montré comment on voyait venir la catastrophe et on l'a laissé venir. Donc nous sommes un pays qui, quand on regarde notre histoire depuis les années 40, 45, ne s'est réformé que 3 fois. 46, 58, 81. Le reste, bullshit. Rien. La société a bougé, mais le pouvoir politique n'a jamais rien changé. Nous avons changé dans une situation de crise 3 fois lorsque le pays a senti que ça avait assez duré, qu'il fallait faire quelque chose, et dans 3 circonstances évidemment totalement différentes l'une de l'autre. Il y a toujours cette double idée selon laquelle on peut espérer réformer après une pédagogie, avoir expliqué, prendre son temps pour que la réforme vienne comme une évidence de la société. Puis il y a la deuxième qui est de dire qu'il faut être acculé par la crise pour réformer. Nous ne serons pas acculés par la crise. À la fois parce que le pays est trop heureux, et ensuite parce que malheureusement existe le pire ennemi de la réforme, l'euro, qui est quelque chose dont je suis un partisan farouche et dont je suis très fier d'avoir été un des acteurs, mais qui est le pire ennemi de la réforme parce qu'il ne nous permet plus de voir les contraintes extérieures. Nous avions, dans les années, à chaque fois, de 46, 58 et 80, des vraies crises qui nous ont amenés à des réformes, 81, 83, et là, nous n'avons pas, nous serions aujourd'hui en France dans une très grave crise financière, la pire de l'histoire de la République. Si nous n'avions pas l'euro, nous ne le voyons pas. Donc nous ne serons pas acculés, heureusement, bonne raison, par ces menaces externes. L'idée que nous puissions l'être par une sorte de prise de conscience collective qui lentement aurait fait maturer les choses est possible. Et le rôle de notre commission est de participer à cette prise de conscience collective, à cette sorte d'évidence que nous avons tracée. Mais à un moment, la question se pose simplement de savoir qui va décider. Et à un moment, il faut cesser de se cacher derrière la concertation. Il faut cesser de se cacher derrière l'idée qu'il faut convaincre. C'est pourquoi nous avons écrit dans le rapport une phrase qui pour nous est importante, et d'ailleurs je suis sensible au fait que le président de la République l'a relevé dans son discours de réponse quand je lui ai remis le rapport. Il ne faut pas que la main tremble. À un moment, il faut décider. Il n'y a pas d'autre façon de décider que de décider. Et les chefs d'entreprise, ceux qui sont dans cette pièce, qui ont eu à décider, le savent. À un moment, il faut décider. Et j'ai toujours pensé que ce qui distinguait un homme politique d'un homme d'État, c'est sa capacité à être provisoirement impopulaire. Nous verrons si la maturation collective, le sens de l'histoire, la volonté de faire les choses, l'évidence que nous avons tracée en ouvrant la voie, en montrant des choses qui sont évidentes pour tout le monde,
dans le spectre de compétences qui est dans cette commission, permettra de le faire. Le sentiment que j'ai aujourd'hui est plutôt oui, parce que je fais avec beaucoup de membres de la commission, dont plusieurs qui sont dans cette salle, en ce moment le tour des ministres pour voir où ils en sont dans la réflexion, dans la mise en œuvre, etc. Je ne pense pas exagérer en disant qu'aujourd'hui, environ la moitié des décisions proposées dans ce rapport sont déjà dans le tuyau de la décision. Sur les 20 décisions fondamentales que nous avons mis en avant parmi les 300, 10 sont déjà annoncées. Donc c'est déjà quelque chose de clair. Mais, comme vous l'avez dit, nous avons toujours voulu une cohérence. En gros, nous n'avons pas voulu dire que on pouvait prendre une partie sans prendre l'autre, parce que, par exemple, en matière de distribution, favoriser la concurrence, c'est bien, mais si en même temps on n'aide pas le petit commerce, c'est un désastre. En matière de droit du travail, rendre plus facile le licenciement, c'est bien, mais si simultanément on n'augmente pas les moyens de la formation des chômeurs, c'est très dangereux. Donc nous avons voulu cette cohérence. Si le malade ne veut prendre que la moitié de l'ordonnance, c'est à ses risques et périls. Mais pour notre part, nous pensons qu'il y a une cohérence et nous verrons à la fin si l'ensemble des propositions sont retenues. Mais il n'y a pas, et je le dis comme je le pense, il n'y a pas dans la société française aujourd'hui la prise de conscience publique. Je dis public parce que si vous saviez, vous devinez ce qu'on entend en privé. Il n'y a pas de prise de conscience publique du déclin. Hier soir, un homme politique qui ne le dira jamais en public, très important, m'a dit, si on n'applique pas votre rapport, la France finira comme le Burkina Faso. Cet après-midi, un des plus hauts personnages de l'État, dans la journée, m'a dit, si on n'applique pas ce rapport, on se trouvera dans la même situation que la France dans les années 30, qui n'a rien fait quand Hitler est arrivé au pouvoir. Mais aucun d'entre eux ne le dira publiquement. Et c'est notre rôle à nous que d'essayer de faire créer cette urgence dont nous ne pouvons qu'être un porteur de messages. Le seul théoricien de la politique que je reconnais, c'est ni Marx, ni Schumpeter, ni Adam Smith, c'est Shakespeare. Ou Machiavel, pardon. C'est-à-dire celui qui dit l'importance de l'homme politique, de celui qui a le courage de décider. Et là, notre travail s'arrête là où commence le sien.